Bonjour Yann Bertillenon, nous sommes ici devant la galerie européenne qui est aussi l'association Carvreis et également abrite cette nouvelle association sur Paris qui a Vraisemnet. Mais revenons à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, Yann Bertillenon. Vous vouliez commencer cette communication devant la vitrine de la galerie. Pourquoi? Parce que nous avons donc ce nouveau Carvreis, l'association qui date de la fin des années 30, et nous avons rajouté Tir Vraisemnet. Tir Vraisemnet se distingue de Tir Vraisemnet dans une vision nationale bretonne et régionale européenne, et non pas provinciale française qu'on appelle Tir Vraisemnet. Et de ce fait, nous pouvons accueillir des gens qui n'ont rien à voir avec la Bretagne biologique, mais qui ont tout à voir avec l'esprit bréson qui est transmis par la langue qu'on appelle le brésonnec. Quelle que soit leur origine, les brésonnets s'expriment dans la langue de nos ancêtres les plus lointains. C'est ce qui m'avait fait dire avec Guillaume Fay, qui apprenait le breton moderne, que nous étions archéo-futuristes, c'est-à-dire que nous parlions à la fois une langue archaïque et ultramoderne grâce aux éditions Préder de Plomelin, près de Quimper, qui a des éditions Préder qui ont publié de multiples dictionnaires de médecine, d'informatique, d'économie, de mathématiques, etc., jusqu'à un grand dictionnaire de psychanalyse en breton moderne, en brésonnec. Alors cet homme-là que l'on voit en portrait en vitrine, est-ce que c'est un Bréson? Qui est-ce? Pouvez-vous nous présenter? Ah ben oui, je viens d'en parler, c'est Guillaume Fay, dont j'ai fait le portrait récemment à l'occasion du 3e anniversaire de son départ de ce monde ici-bas, et donc de sa naissance dans l'autre monde. C'est un anniversaire à la fois triste et certainement joyeux pour lui, car il a dû être bien accueilli par nos dieux celtes et européens. Et donc maintenant, pouvez-vous nous accueillir dans votre galerie? Et oui, dans cette galerie où j'expose en permanence, comme indiqué ici à droite de la vitrine, et où nous avons, pour illustrer l'archéofuturisme, non seulement des Bretons anciens, mais des frères indiens d'Amérique du Nord qui se sont retrouvés colonisés eux aussi et détruits dans leurs racines, dans leur identité profonde, pour être remplacés par l'esprit marchand des commerçants judéo-protestants en ce qui concerne les Indiens en Amérique du Nord. Eh bien, nous vous suivons. Alors, nous sommes maintenant dans la galerie. Alors, j'ai choisi de m'approcher de ce tableau tout d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Yann Bertillenon? Il s'agit du portrait de mon grand-père paternel, habillé avec sa tenue de barde ovate, car il était devenu ensuite druide du collège des druides de Bretagne, avec François Taldir Jaffrenou. Et là, je l'ai fait en verre dans le bois de Kerroir à la Nilis, lieu de son enfance et de son éducation paysanne. Et lui était devenu pharmacien à Paris, Montparnasse, rue des Plantes. Et ce qui tombait bien puisqu'il s'appelait de son nom de druide Allouzaouer, c'est-à-dire l'herboriste.
Oui, à Lusauer, l'herboriste, mais ici ce sont aussi des fleurs qui célèbrent la nature. Alors, vous affectionnez particulièrement ces tableaux à la fois réalistes et en même temps oniriques qui représentent ces merveilles de la nature. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette inspiration florale? Bon, bah, tout simplement, à Kervreis, nous sommes dans la tradition celtique autant que possible. Donc, nous pensons que les forces de la nature sont toujours prêtes à vaincre par la culture les tendances au mal qui, qui nous, qui nous écrasent et nous persécutent par moments réguliers au fil des siècles. Donc, nous croyons dans les... Et nous savons même que les forces du bien, c'est-à-dire de l'esprit, du vrai, du bon et du beau, peuvent toujours nous rediriger sur la bonne voie. Donc les fleurs sont une source d'inspiration pour démontrer le beau, une source inépuisable. Et puis, à Kervreis, on a toujours notre mascotte, notre beau petit Choupi, dit Titi, un intercesseur entre les dieux et nous-mêmes, car il est en relation avec les forces de la nature, comme animal, qui nous anime, hein, mon Titi? Eh bien, Yann Bert Tillenon, à l'instar de la nature qui nous offre une source inépuisable d'inspiration, j'espère que vous allez être aussi intarissable sur les sujets qui nous intéressent et je dirais même qui nous préoccupent, puisque l'actualité, comme vous le savez tous, est extrêmement riche. Alors malheureusement pour nos contemporains, elle est surtout riche en émotions, puisque c'est surtout, on va dire, l'émotionnel, les sentiments les plus triviaux qui sont appelés par les médias et les commentateurs de tous horizons. Mais ici, à Kervreis, vous avez une parole différente. Donc cette parole, elle est en brezhoneg, à Kervreis, la plupart du temps, et surtout à Ti Arvrezhoneg. Mais aujourd'hui, vous nous parlez en français pour pouvoir diffuser largement le message fédéraliste. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est pour vous l'idée fédéraliste? Le fédéralisme, évidemment, s'oppose au centralisme qui a tendance à être totalitaire et à nier les différences des peuples et des cultures pour déraciner les individus et en faire de la marchandise importable, exportable, déportable sur le marché mondial. Hein, comme je le dis souvent, c'est ce qui devient de plus en plus évident avec la dictature mondialiste organisée par, non pas les Américains, mais les banquiers américains qui dirigent les USA. Nous en voyons le résultat aujourd'hui avec la guerre qu'ils ont organisée en Ukraine. Cette Ukraine dont ils n'ont rien à faire, mais qui les intéresse comme prétexte pour mener un combat contre la Russie. Car il semblerait que la base, la raison de ce malheur actuel qu'on appelle la guerre en Ukraine, c'est l'économie. Hein, car les USA sont en faillite économique. Ils ont besoin d'une guerre en Europe comme ils en ont eu déjà besoin dans les années 30. Après la crise de 2008, avec un taux de profit à zéro, et la crise de 2018, avec un taux de profit en négatif, hein, ils se retrouvent comme après la crise de 1929, lorsqu'ils ont été obligés de financer Hitler pour qu'il prenne le pouvoir en Allemagne, afin de créer le Troisième Reich. Et
de pouvoir lui déclarer la guerre après l'avoir poussé en Pologne en 1939, lorsque environ 5000 Allemands avaient été assassinés dans la partie allemande de la Pologne que l'Allemagne avait perdue avec le traité de 1919. Ils l'ont poussé donc à rentrer en Pologne, comme ils ont poussé Poutine à rentrer en Ukraine, hein, pour libérer les Russes du Donbass, hein, qui étaient persécutés depuis 2014. N'oublions pas qu'il y a eu environ 14 000 morts dans cette région du Donbass. Mais la raison la plus profonde, c'est que, semble-t-il, moi je ne suis pas économiste, je fais un travail artistique et non pas économique. Hein, je suis dans une action philosophique et non pas matérialiste. Hein, mais il paraît que Vladimir Poutine et le pouvoir russe voulaient utiliser le rouble pour ses échanges monétaires et la vente de ses produits, hein, du gaz surtout, hein, alors que ça doit se faire en dollars. C'est peut-être bien pour ça que le pouvoir américain, le pouvoir économique de Wall Street, cherche, hein, une intervention en Russie, hein, ne serait-ce aussi que pour s'accaparer les biens du sol et du sous-sol russe. Hein, car cette faillite économique qui est celle des États-Unis doit bien forcément déboucher sur une relève, comme dans les années 30, pour arriver à un nouveau plan Marshall, comme après 1945. Oui, pour vous, il y a un parallèle évident entre les deux situations géopolitiques. Les scénarios se ressemblent en tous les cas. Les scénarios se ressemblent. Je ne dis pas que l'histoire se répète de la même façon, mais la démarche guerrière pour raison matérialiste économique est, semble-t-il, à peu près toujours la même. Alors, quelle différence peut-on y voir ? La différence, c'est que ce ne sont pas les mêmes pays qui servent de prétexte entre la Pologne et l'Ukraine. Hein. Mais quoique la Pologne était un État souverain depuis bien plus longtemps que l'Ukraine, hein, l'Ukraine n'a jamais été, à ma connaissance, une grande nation, un grand peuple historique. Le rôle de l'Ukraine dans l'histoire de l'humanité, hein, était quand même assez secondaire. Ça a surtout été une province russe, hein, avec une langue qui est extrêmement proche du russe. Donc il semblerait que les Américains aient placé un de leurs serviteurs au pouvoir, afin d'être à leurs ordres. Alors, quand vous dites cela, quel cas faites-vous du nationalisme ukrainien, qui est bien réel et fervent ? Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Les situations violentes créent toujours des réactions nationalistes, hein, évidemment, qui cherchent la rupture avec la situation ambiguë, paradoxale. Mais selon vous, il n'y aurait pas d'identité ukrainienne suffisamment forte et enracinée historiquement qui justifierait ou qui légitimerait un tel nationalisme ? Si, pourquoi pas. L'histoire se justifie selon l'action des peuples. Ça, c'est pas, il n'y a pas de vérité a priori. Hein. C'est la volonté des peuples qui crée leur histoire. Hein. S'il y a vraiment une volonté ukrainienne d'être totalement un pays indépendant, pourquoi pas. Ça, c'est à voir. Mais en tous les cas, actuellement, il me semble que ça sert uniquement de prétexte pour des raisons économiques matérialistes, car nous sommes dominés par la fonction marchande dans le monde, par le capitalisme marchand. Hein. C'est-à-dire que depuis plusieurs siècles, surtout depuis le XVIIIe siècle, avec l'apparition de l'industrialisation et le pouvoir de la bourgeoisie qui a donné la révolution anti-française de 1789, qui a
annuler le pouvoir de l'aristocratie qui était déjà devenue une noblesse en mettant l'argent au pouvoir. Nous sommes dominés sur toute la planète par cet esprit marchand. Hein. Le pouvoir est économique et absolument pas philosophique, comme c'était le cas dans la tradition indo-européenne. Hein. Nous, à Carvreis, nous sommes favorables à la formation philosophique d'une nouvelle élite, d'une nouvelle aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir des meilleurs, étymologiquement, et non pas une noblesse, c'est-à-dire une aristocratie par héritage matériel, mais une nouvelle aristocratie par formation philosophique, par des gens qui savent devenir meilleurs qu'à leur naissance, que durant leur jeunesse, qui doivent s'améliorer pour pouvoir devenir des exemples, des modèles, afin de diriger les autres. Non pas par pouvoir économique, je le répète, mais par pouvoir philosophique. Ce qui était le cas dans la société en Inde, de la fonction spirituelle des brahmanes, qui dirigeaient les chevaliers, les kshatriyas, et qui dirigeaient aussi la fonction économique des bourgeois commerçants, des vaishyas, et des shudras, des producteurs. Aujourd'hui, le triangle s'est inversé. Les brahmanes ont pris la place des shudras, des producteurs, et les vaishyas la place des brahmanes, depuis, après une évolution de plusieurs siècles. Il semblerait que ce soit parti de cette révolution de 1789, que j'appelle anti-française, car elle a mis en place une république totalitaire, qui est un système à tuer les peuples, à tuer les cultures, les enracinements, pour créer une masse d'individus atomisés, indifférenciés, qui sont déracinés. Et comme des arbres déracinés, ils n'ont plus de vie dans l'espace, ils n'ont plus de branches tournées vers le ciel, vers l'esprit, et ils deviennent de simples producteurs, consommateurs. Dans une société de consommation, comme on dit, c'est-à-dire du mensonge, puisque le propre du commerçant, c'est de mentir sur l'emballage, avec l'emballage, afin de vendre sa marchandise. Comme disait George Orwell, la vérité, c'est le mensonge. On le voit aujourd'hui. Et il disait aussi, l'ignorance, c'est la force. Effectivement, on maintient les peuples dans l'ignorance de leur identité, de leur histoire, de leur passé, afin qu'ils ne soient pas conscients de ce qui leur arrive dans le présent. Et leur ignorance, c'est la force de l'État, du pouvoir marchand, du pouvoir politique, économique, et non plus politique, philosophique, spirituel. Oui, donc vous aviez évoqué la civilisation indo-européenne, dans sa partie indienne avec le système des castes. Alors aujourd'hui, l'Inde refuse d'adhérer aux sanctions imposées à la Russie par l'Occident, piloté par les Américains. L'Inde fait partie du groupe de ces pays qui refusent de s'aligner sur les États-Unis et qui soutiennent soit activement, soit en tout cas dans le non-dit la Russie, les fameux BRICS, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine. Mais alors l'Europe dans tout ça, puisqu'on parle de la civilisation indo-européenne, bon, l'Inde a choisi son camp, le camp des nouveaux non-alignés, mais l'Europe aujourd'hui semble complètement inféodée aux États-Unis. Que pouvons-nous faire, nous, Européens, pour retrouver notre indépendance? Oui, donc, oui, en fait, l'Europe n'existe pas. Ce n'est qu'un mot, elle existe dans le dictionnaire, mais dans les faits, elle n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'Union européenne, c'est l'Union euro-ricaine, qui a été créée à Bruxelles, surtout sous l'impulsion après-guerre de l'américain, du franco-américain Jean Monnet et Schuman. Mais en fait, les dirigeants européens actuels sont pas plus européens que moi, je suis africain. C'est-à-dire que ce sont des commissionnaires de Washington.
Et c'est normal. Tout pays qui gagne une guerre domine le vaincu. Hein. On n'a jamais vu le vainqueur se retirer sans imposer sa société et son système de valeurs au vaincu. Donc là, c'est exactement comme le rôle de la France autrefois en Afrique noire ou dans le Maghreb, et même, non pas la France, mais la République qui a détruit la France dans les pays dits de l'Hexagone. Car il y a beaucoup de peuples différents dans l'Hexagone qui ont été détruits par la République jacobine, issue de la Révolution française, ou disons anti-française, comme j'aime le dire. Maintenant, la réaction de l'Inde est une réaction intéressante sur le plan socio-historique, puisque ça peut donner naissance à une renaissance de la tradition hindoue, c'est-à-dire du système des castes et du pouvoir politique philosophique à la fonction spirituelle, ce qui était le cas dans toute l'Europe autrefois. Ce qu'on appelle les brahmanes en Inde, c'est ce qu'étaient les druides autrefois dans le monde celtique, c'est-à-dire dans la moitié de l'Europe du Nord, c'est-à-dire Truides, qui a donné le mot druide en français, veut dire très savant. Ceux qui avaient la connaissance, le savoir, qui aimaient savoir, c'est aussi le sens du mot philosophie, philosophia en grec, et ce sont eux qui avaient le pouvoir. Ils dirigeaient les rois, les guerriers, en les conseillant, mais c'est eux qui avaient le pouvoir politique, philosophique. Les commerçants, les marchands de vin gaulois étaient soumis à la fonction guerrière des chevaliers, et donc aux druides. C'est pour ça que la Renaissance celtique en Bretagne a donné naissance donc en 1899 au Collège des druides de Bretagne, grâce à Jean Le Fustec, qui est enterré au cimetière de Montmartre, car il essayait de faire passer ses idées de Renaissance celtique à Paris. Il était journaliste à Paris. Cette Renaissance celtique bretonne a commencé donc en réaction contre le centralisme né de la Révolution française, avec Cadoudal, le général Cadoudal, Chouan, Jean-François Le Golidec, pour la partie linguistique au début du 19e, et s'est développé donc dans l'idéal fédéraliste de l'Union régionaliste bretonne jusqu'en 1911, 1912, pour donner naissance au premier parti nationaliste breton. Mais tous ces efforts toutes ces initiatives ont été anéanties par la destruction, la boucherie de la guerre de 14-18, organisée par la finance mondiale. C'était la suite du colonialisme en Afrique pour remettre en place les capitaux entre les différents États-nations d'Europe. Alors, quels seraient, d'après vous, à l'heure d'aujourd'hui, les leviers métapolitiques pour justement essayer d'élever la politique à sa juste fonction, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux philosophes? Il faut créer des écoles de philosophie actives, des écoles de philosophie à manière classique, et non pas des écoles comme on a l'habitude de les voir dans l'université, pour des intellectuels qui ne voient tout que d'une manière abstraite, et non pas dans la pratique concrète. C'est la loi générale actuelle qu'on retrouve dans la fonction artistique, philosophique, c'est-à-dire que c'est la tendance vers l'abstraction. Comme on veut faire des hommes
indifférenciés sur le marché du travail planétaire, des hommes qui ne sont plus que de la marchandise, hein, à détruire quand elle est en excès, comme toutes les autres marchandises, hein, quand elle devient trop bon marché sur le marché de la vente des esclaves modernes, c'est-à-dire du salariat, hein, on organise des guerres pour détruire. Hein. C'est ce qu'on a déjà vu lors des 2 premières guerres mondiales, issues de la dictature du matérialisme. Oui, je voudrais revenir sur la distinction très intéressante que vous faites entre le philosophe, le savant et puis, on va dire, l'universitaire. Bon, celui qui n'a qu'une connaissance que livresque, hein, sans avoir l'expérience et la pratique de vie. Alors aujourd'hui, on a un glissement de sens qui est tout à fait remarquable, puisqu'on ne parle plus de savant, mais de sachant. Hein, ça fait partie de la novlangue actuelle, puisque on essaye d'effacer toute référence à une éventuelle transcendance dans la connaissance. On l'a bien vu avec la toute-puissance soi-disant scientifique, avec la crise du Covid. Alors, effectivement, dans l'Antiquité et à l'époque classique, à l'époque de la Renaissance, le savant était aussi l'amoureux de la sagesse, hein, amoureux de la connaissance, amoureux de la sagesse. Alors, comment faire aujourd'hui? Quel type de formation proposer pour retrouver science et conscience? Oui, ben, comme l'a dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, évidemment, puisque l'âme dirige la personnalité dans laquelle se retrouve le corps rationnel, qui est le siège et le producteur de la science. Et si la conscience ne dépasse pas ce corps rationnel qui donne le rationalisme aussi, il n'atteint pas l'âme-esprit, hein, donc détaché de la personnalité, ce n'est que la mort de l'individu et des hommes, hein, puisqu'ils sont dirigés par leur tête, qui est leur âme-esprit. Tout le reste n'étant que physique et psychique. L'âme-esprit étant le niveau métaphysique, constitué de la volonté, de l'intuition et de l'intelligence. Ce que les hindous appellent l'atma, buddhi et manas. Ce que Platon appelait le vrai, le bon, le beau. C'est pour ça qu'à Kervreis, nous associons l'enseignement de la philosophie celtique et indo-européenne à la fonction artistique, en peinture ou en sculpture, en littérature, en couture même. C'est-à-dire que, quelles que soient les disciplines, elles sont coordonnées vers un idéal du vrai, du bon, du beau. Le bon, le vrai donnant la vérité ici-bas dans la personnalité, c'est l'action politique surtout, le bon donnant la bonté, de par les dames qui peuvent diriger dans l'amour la société, surtout auprès de leurs enfants, et le beau donnant la beauté, c'est-à-dire la fonction artistique dans le monde physique. Et comme nous le disons à Kervreis et au cercle Maxen Védique, le cercle druidique que j'ai créé en 1983, il faut une place pour chacun et chacun doit être à sa place. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre la fonction marchande, mais elle doit être remise à sa place, qui n'est pas au pouvoir politique. Je le répète, le pouvoir politique doit être celui de la fonction spirituelle et non pas matérielle, qui entraîne actuellement les guerres que nous connaissons à nouveau, mais qui existent depuis plusieurs siècles. Et autrefois, les gens ne faisaient pas la guerre avant le néolithique, quand il n'y avait pas de propriété. Les guerres apparaissent avec l'agriculture et l'élevage dans le croissant fertile moyen-oriental. De la même façon qu'apparaît la monnaie, le calcul,
l'écriture, hein, et la possession, l'échange. Donc la valeur dominante n'est plus la valeur d'usage des choses, mais la valeur d'échange. Ce qu'a donné le système marchand, qui atteint son apogée actuellement après 6 ou 7 000 ans. Hein, puisque ce système marchand, qu'on appelle aussi capitaliste, hein, à force d'aller de plus en plus loin dans sa logique de l'exploitation des biens terrestres, hein, arrive à saturation. C'est-à-dire qu'il en arrive même à détruire la planète. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de poissons dans les océans et de plus en plus de pollution au-dessus. Hein, comme nous le savons très bien maintenant, nous parlons même d'une éventuelle fin de l'humanité. Donc il est temps de remettre chacun à sa place et le pouvoir philosophique au pouvoir politique. Alors, derrière vous, Yann Bertillon, une magnifique toile que vous avez peinte, donc cette vague tempétueuse et ce phare à l'horizon. Alors, on ne peut s'empêcher de penser à la situation et à nos temps de tempête. Bien sûr, on a eu les vagues du Covid, mais on a de nouveau cette vague de violences guerrières en Europe. Les différentes vagues de crise économique qui s'annoncent, notre histoire est faite de vagues. Alors, bien sûr, la question qui s'impose, comment surfer sur les différentes vagues qui nous emportent, nous, les Européens, et quel serait le phare pour notre temps? Ben oui, ça c'est le phare de l'île Vierge, dans mon pays d'origine, qui est le pays païen, le pays pagan, qui part de l'Abervrac jusqu'à Plouescat. Le phare de l'île Vierge est à Lilia Plouguerneau. C'est un lieu où j'aime aller me régénérer régulièrement dans les racines de ma famille. Hein, car dans cette époque cosmopolite, où plus rien n'a de sens, hein, où tout devient transfrontière, transculturel, transsexuel, etc., etc., hein, où il n'y a plus d'identité, où tout est remis en cause dans l'homme, pour l'homme marchandise, je vais régulièrement me régénérer devant la mer et devant ce phare qui me sert effectivement de repère et qui est un phare au bout de l'Europe pour rappeler la tradition indo-européenne dans la nuit. Il se trouve à l'extrême nord-ouest du continent, au nord de Brest. Ce petit coin sauvage de l'extrême nord-ouest de la Bretagne, c'est-à-dire le pays pagan dans le nord du Léon, est un repère puisqu'il est au cœur de ce qu'on appelle le pays de Légion, hein, en souvenir des légionnaires bretons romains qui débarquèrent en 383 dans cet endroit pour sauver l'Empire romain de l'époque, menacé par la décadence issue surtout du règne du monothéisme à Rome. Et le pays pagan dans le Léon, pays de Légion, hein, est un message symbolique pour régénérer et reconstruire la grande Europe impériale des peuples, des États-régions, hein, puisqu'elle a été détruite par les États-nations au service de la marchandise destructrice de l'humanité et des lois naturelles. Bon, mon diagnostic actuel, il est le même que celui que j'ai toujours eu depuis des décennies. Nous assistons au théâtre de marionnettes, hein, qui est le même que celui du Luxembourg, où j'emmenais ma fille Morgane quand elle était toute petite. C'est-à-dire que c'est comment faire pour ne rien changer en faisant croire que tout va changer. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les marionnettes sont tenues par les ficelles de celui qui les anime. Hein. C'est ce qu'on appelle l'état profond, qui présente
l'État visible en surface à ces pauvres électeurs. Hein, si les élections devaient changer quelque chose, elles auraient été interdites. Et derrière l'État profond, il y a ceux qui payent les manipulateurs des marionnettes. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans une pseudo-démocratie qui est en fait le summum du totalitarisme, puisque les gens ont l'impression de se diriger eux-mêmes. Ça fait qu'ils ne réagissent plus. Hein. C'est-à-dire que, comme disaient les anarchistes aussi, il faut supprimer l'État. Hein. C'est-à-dire que j'ai été anarchiste moi-même dans les années 70. Évidemment, hein, je ne sais plus qui est-ce qui disait, celui qui n'a pas été anarchiste à 20 ans est un imbécile, celui qui l'est encore à 40 en est un autre. C'est peut-être Clémenceau. Hein. Mais enfin, effectivement, c'est vivre tout à fait sans État, c'est être l'État nous-mêmes, hein, par autodiscipline permanente, hein, c'est-à-dire le summum de la dictature et de l'aliénation, hein, dont parlait Karl Marx d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens sont auto-fliqués à ce moment-là. C'est ce qui arrive maintenant. Ils deviennent de plus en plus obéissants, hein, de plus en plus serviles dans la soumission à l'information. Hein. Ils croient décider de quelque chose. En fait, ils ne font que voter selon les informations que leur donnent les banquiers à travers les médias que ces derniers possèdent. Ce sont les mêmes qui possèdent les chaînes de télévision et les agences de banque. Donc ils peuvent faire croire tout ce qu'ils veulent aux gens pour leur faire voter ce qu'ils veulent. Alors vous, Yann Bertillon, en tant qu'autonomiste breton, fédéraliste européen, est-ce que vous allez voter? Si oui, pour qui? Ou blanc? Ou nul? Compte tenu de ce que je viens de dire, je pense qu'il faut voter pour ce qu'il y a de plus mauvais pour la République centraliste totalitaire actuelle, hein, et pour ce qu'il y a de plus favorable à une renaissance de tous les peuples d'Europe, hein, des États-régions, dans une grande fédération, si possible, de Brest à Vladivostok, c'est-à-dire le cauchemar des banquiers américains, hein, qui réagissent actuellement contre l'émergence possible d'un axe Paris-Berlin-Moscou. C'est-à-dire comme l'a publié il y a une vingtaine d'années mon ami Henri de Grossouvre, le fils de François de Grossouvre. C'est pas nouveau ce que je dis. Hein, l'axe Paris-Berlin-Moscou, hein, serait la ruine des banquiers américains. En tous les cas, l'avenir de la France dans l'histoire pourrait être effectivement assez resplendissant si elle créait une république fédérale française devenant un modèle pour toute l'Europe. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où elle permettrait la renaissance de tous les peuples qui l'ont constituée autrefois, hein, et qui ont été détruits par la République jacobine. Ou que pourrait-il advenir de ces peuples qui ont perdu leur identité dans le fond des âges de l'Ancien Régime? On pourrait citer les Charentais, les Auvergnats, les gens du centre, les Orléanais, bon, qui sont très attachés à l'idée française, à la culture française, et qui sont très très loin de leur parler d'antan. Bon, il peut subsister quelques folklores, mais on est très 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 loin de l'identité forte du peuple breton, du peuple basque, du peuple alsacien, par exemple, pour ne citer que. Mais ça, c'est un problème d'éducation, d'enseignement. C'est pour ça que je dis que, comme dit George Orwell, l'ignorance, c'est la force. La force du pouvoir centraliste matérialiste, c'est l'ignorance dans laquelle il maintient les peuples, hein, de leur passé, hein, afin qu'ils acceptent le présent, hein, et le lessivage de toute leur culture. Mais à mon avis, il a fallu des siècles de matraquage, d'aliénation pour leur faire oublier leur identité, leur culture. Et à mon avis, en une génération, on pourra restaurer cette culture, cette identité. Hein.
l'exemple d'Israël, par exemple, est tout à fait significatif et révélateur. En l'espace d'une ou deux générations, le peuple d'Israël a retrouvé sa langue modernisée, qui est devenue non seulement une langue d'université en Israël, mais une langue d'État, et a reconstitué sa souveraineté à partir de 1948. Donc c'est un exemple, car pour nous montrer que tout est possible avec la volonté des peuples. Car l'esprit des peuples ne demande qu'à se réincarner. Il est toujours présent dans... Ça, c'est un point de vue ésotérique, mais l'esprit des peuples est toujours présent dans le ciel. Et il n'attend qu'une volonté des hommes pour s'incarner. C'est ce qu'on appelle le verbe divin. C'est-à-dire qu'il s'incarne par la langue, par l'esprit de la langue. En breton, on dit la lavar, c'est-à-dire le verbe, c'est-à-dire l'expression de l'esprit, et non pas le langage. Le langage étant l'expression de la personnalité par une langue assez ordinaire. Mais la poésie, la littérature, l'art, encore une fois, est l'expression du verbe, de la parole, de la lavar, on dit en breton. On s'aperçoit d'ailleurs que les peuples colonisés n'ont plus de parole, puisqu'ils sont coupés de leur honneur, de leur esprit, qui leur donne l'honneur et la fidélité, comme on le disait à la Légion. Honneur et fidélité, c'est l'esprit vivant, et non à distinguer de la personnalité, la personnalité animale, qui doit être incarnée par l'esprit humain. Mais il y a autant d'esprits humains au pluriel qu'il y a de langues, c'est-à-dire expression du divin. Oui, la contradiction énorme, fondamentale des nationalistes français en général, c'est qu'ils se plaignent, comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. C'est-à-dire qu'ils se plaignent actuellement des effets de la République centraliste jacobine qui a détruit la France, mais ils veulent sauver la France tout en conservant ce même système de la République jacobine. Il faudrait savoir, le centralisme, c'est le déracinement, la négation des identités. Donc il n'y a que le fédéralisme qui, au contraire, peut réenraciner les peuples et restaurer leur identité. Sinon, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Encore une fois, l'exemple de la Suisse est tout à fait emblématique pour cela. C'est le système qui marche le mieux en Europe. Donc il vaut mieux prendre exemple sur ce qui marche plutôt que sur ce qui ne marche pas. En ce qui concerne le pouvoir politique spirituel siège dans le temple. Et c'est pour ça que dans la tradition chrétienne, la tradition chrétienne du Christ chevalier et du Christ païen, puisqu'on disait qu'il avait Dieu en lui, et qu'il disait que Dieu était dans les hommes, c'est la base de l'esprit païen. On dit que le Christ a chassé les marchands du temple. C'est ce qu'il faut faire maintenant, puisque les marchands sont au pouvoir, et que le temple a toujours été le symbole du pouvoir sur la société des communautés, et non pas les sociétés des individus atomisés, indifférenciés. Ce qui fait l'homme, c'est la communauté, une communauté d'appartenance, dans laquelle il ressemble aux siens et il s'en différencie pour avoir son identité propre. Mais il commence par ressembler à une identité avant de s'en différencier. Ça, c'est important de s'en rappeler. Il y a deux sortes de Christ. Le Christ n'était pas chrétien, lui. Le christianisme est apparu ensuite comme système, comme religion du livre. Pour ça qu'un philosophe est au-dessus des religions. Les druides étaient au-dessus des religions, puisque religieux, prêtres
en breton, se dit Bélec. Et les druides siégeaient dans le temple en Grande-Bretagne, à Stonehenge. C'était l'acropole de la Bretagne, Stonehenge. Le temple du pouvoir. C'est-à-dire que les philosophes sont capables de penser par eux-mêmes et n'ont pas recours, comme dans les religions, aux textes, aux livres auxquels ils doivent se soumettre, que ce soit la Torah, le Coran, le Das Kapital de Karl Marx ou les évangiles. Alors, le philosophe est au-dessus et son niveau de conscience est spirituel et donc il est capable de penser par lui-même. Donc si l'argent est nécessaire, pourquoi pas? Le problème c'est qu'il faut que une place pour chaque chose a sa place, une place pour chacun a sa place. Et nous n'oublions pas que ce qui a créé le phénomène humain et ce qui a fait dépasser l'homme singe du néolithique, c'est l'organisation de la société sous une autorité. Et l'autorité d'un État que nous voulons, nous, philosophique, spirituel. D'ailleurs, ça a été repris aussi par Platon dans la République. Il parle du ou des rois philosophes. C'est-à-dire que l'autorité doit rester celle des penseurs, l'autorité spirituelle qui dirige le matériel, c'est-à-dire la personnalité d'un pays, le territoire et la société. L'autorité, ce sont ceux qui sont auteurs et qui donc méritent un certain pouvoir. Ce qu'on appelle aussi l'aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir des meilleurs, qui sont en fait des anarchistes, puisqu'étant les meilleurs, ils n'ont plus rien au-dessus d'eux. Donc ils n'ont plus d'autorité au-dessus d'eux. Alors, sans oublier bien sûr que pour nos anciens, les anciens Grecs, les anciens Égyptiens, en tout cas pour la tradition, les véritables aristocrates ont au-dessus d'eux le souverain bien, ou pour les Égyptiens, la Ma'at, c'est-à-dire la justice suprême. Et que justement, tout l'art d'être l'élite de la nation, c'est de se faire canal pour accueillir ce principe suprême. Ouais.